vous avez là une explication du but poursuivi par la franc-maçonnerie. Par exemple, ces deux tables qui sont censées figurer les tables de la loi, voyez-vous, l'une est absente et vous avez en réalité, vous avez donc visiblement 11 sections, voyez, qui sont apparentes. La 12e est vide. Pourquoi cela? Eh bien, vous avez une explication qui est donnée, par exemple, dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Il est dit que pour certains exégètes des livres sacrés, le chiffre 11 est considéré comme une rébellion contre le décalogue, c'est-à-dire les 10 lois qui auraient été données donc au personnage de Moïse, voyez-vous, venant de Dieu même. Et ce chiffre 11 se retrouve dans les degrés de la pyramide jusqu'à la dernière barre. C'est-à-dire que vous avez donc deux fois, pour ce qu'on appelle les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en maçonnerie, la publication de ce chiffre 11. Vous le trouvez d'ailleurs dans certaines manifestations politiques. Par exemple, le 11 avril, qui a été celui de la révolution des œillets, je crois, au Portugal, qui avait renversé un régime qui était lui-même, qui avait interdit d'ailleurs la franc-maçonnerie. Vous avez également le chiffre 11 qui se retrouve aussi, on a parlé du 11 septembre, etc. Il ne faut pas évidemment trop voir ça comme un détail, mais disons plutôt comme dans l'esprit maçonnique, une représentation qui est une mobilisation, voyez-vous, des initiés. Alors, ces initiés ne sont pas initiés à une grande science. Ils sont en fait, le chiffre le dit, vous avez, je répète encore, vous avez cette table qui est fractionnée et ce 11, donc ces 11 carreaux, appelle donc le frère dans ces loges à une sorte de mobilisation révolutionnaire pour lutter contre la loi établie, voyez-vous. C'est-à-dire que dans cet esprit qui est un esprit qu'on a pu dire satanique ou de révolution ou de rébellion, l'ordre divin est imparfait parce qu'il ne comble pas les désirs de ce qu'on appelle l'humanité. En réalité, l'humanité, vous savez, comme l'a dit Nietzsche, est une notion tout à fait bornée, puisque lui-même disait que l'humanité n'est pas une fin, voyez-vous, mais un pont vers le surhumain. Et c'est ce pont vers le surhumain que la maçonnerie veut, par tous les moyens, depuis sa première fondation en 1723, supprimer. C'est-à-dire qu'elle veut, on assiste avec elle à une sorte de décapitation, si vous voulez, de l'homme en tant que modèle dans la pensée de Dieu. Voyez ? Et c'est pour ça que ce n'est pas exactement un athéisme, c'est plutôt une rébellion contre Dieu. C'est très différent. Parce que dans l'athéisme, vous pouvez avoir même une certaine purification, puisque cela peut être assimilé à une sorte de négation du caractère idolâtrique de la représentation divine, voyez-vous. Et souvent, les fondateurs, les gens des religions, par exemple, s'accusent mutuellement d'athéisme, voyez. En réalité, non. Mais là-dedans, il s'agit d'une révolte contre l'existence de Dieu qui est posée, mais qui est en réalité sentie comme une chaîne. Alors, évidemment, on revient à l'origine. L'origine, dit-on, est anglaise. Elle est anglaise, elle est en même temps française. Française méridionale, puisque c'est Desaguliers, qui était un homme de La Rochelle, qui a aidé à répandre en Angleterre les constitutions qu'on appelle d'Anderson, d'origine écossaise. Et dans ces constitutions, il est marqué très nettement l'obligation de ceux qui entrent en franc-maçonnerie de se soumettre, voyez-vous, aux ordres d'un frère et de ne pas révéler à des frères non initiés entièrement le secret ou le contenu des délibérations. C'est-à-dire que celui qui entre là n'entre pas comme dans un collège philosophique, par exemple, pour apprendre librement quelque chose, mais pour conserver, taire et surtout dissimuler ce qu'on lui dit. Et ceci dans l'espoir, bien sûr, d'une récompense matérielle. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des francs-maçonneries, par exemple, à l'origine de grandes révolutions? On parle de la Révolution française. Bien, cette Révolution française, en réalité, elle n'a pas libéré la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie avait déjà obtenu, sous Louis XVI, et même sous Louis XV, la plupart de ses bénéfices. Le peuple lui-même, il faut le dire, n'a pas participé comme peuple à la Révolution, ce n'est que même pas le 10e, voyez-vous, des rues parisiennes qui étaient inscrits dans les comités révolutionnaires. En revanche, un homme comme Cambacérès, par exemple, qui est un maçon, un homme comme Lafayette a été initié à la maçonnerie aux États-Unis,
Et ceci est allé si loin, si je peux être bref, que les couleurs même de la République, qu'on dit le bleu, blanc, rouge, on dit que ce sont les couleurs de la ville de Paris alliées à la royauté qui est le drapeau blanc. La royauté n'a jamais eu de drapeau blanc. Il y avait d'ailleurs pas de drapeau sous l'ancienne monarchie. Il y avait des fanions de régiment, voyez. Mais en fait, ces couleurs sont inspirées des couleurs anglaises, transposées en Amérique. Vous avez le bleu, le blanc et le rouge dans le drapeau américain, et Lafayette, qui avait été initié là-bas, vous voyez, en même temps pour être sous les ordres du frère Washington, l'a, disons, introduit en France. Je rappelle que Lafayette est mort vers les années 1830 et que vers la fin de sa vie, on lui a offert, je crois que c'est en Virginie, une propriété avec de très nombreux esclaves. Donc voyez-vous que ce que la maçonnerie appelle, elle, être une libération du genre humain, ne l'est pas. Vous avez des maçons très importants à la tête de la révolution russe. N'oubliez pas que Kerensky, par exemple, était maçon. C'était le petit ami, si je puis dire, de la sœur de Lénine. Le père de Lénine avait été leur professeur, voyez. Et lui-même, disons, a été sauvé des conséquences, disons, des conséquences malheureuses ou des conséquences violentes de la révolution russe en quittant le pays dans une automitrailleuse américaine, d'ailleurs. Bon, c'est pour dire qu'il y avait déjà derrière le pouvoir qui allait être le pouvoir soviétique, voyez-vous, une œuvre de destruction de l'autorité. Et cette œuvre de destruction de l'autorité a d'abord été, disons, faite par les maçons. Ils ont passé la main, comme dans un match, voyez-vous, aux bolcheviks. Et quand les bolcheviks ont fait effondrer entièrement la société russe, c'est la maçonnerie qui l'a repris, voyez-vous. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui dans la mafia russe, évidemment, des liens très étroits avec les États-Unis d'Amérique. Tous les symboles américains sont des symboles maçonniques. Bon, également un homme comme Chiang Kai-shek, par exemple, qui a été dans le camp américain et qui s'est opposé aux Japonais, et était lui-même membre de la franc-maçonnerie. Le créateur de la République chinoise, Sun Yat-sen, n'est-ce pas, et avait été initié dans une loge de San Francisco. Le créateur de la République turque, Mustafa Kemal, avait été initié à Naples, dans une loge qui en latin portait le nom, la Macédoine, de la vérité retrouvée, ou de la vérité, disons, oui, c'est ça, restituée. Voyez-vous donc, à chaque fois, les mots d'ordre maçonniques, par exemple de laïcisme, etc., que l'on voit aujourd'hui fleurir, ne sont pas là pour poser une liberté, mais pour pouvoir freiner tout ce qui, reposant sur une conception, sur une expérience de la divinité, voyez-vous, pourrait justement projeter l'homme vers le surhumain. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, l'Iran essaie de rester fidèle à ce que, d'ailleurs, les anciens rois avaient fait chez elle, c'est-à-dire de produire le chiisme, par exemple, comme religion d'État, et le chiisme chez eux, justement, par l'intermédiaire des imams, essaie de porter l'homme vers, disons, la rencontre de Dieu. Tandis qu'il y a une rencontre de Dieu dans la maçonnerie, mais c'est une rencontre d'opposition, voyez-vous. Et chaque échec ne fait que renforcer, bien sûr, le caractère obstiné, disons, de cette société. Et derrière cette société, il y a évidemment beaucoup de forces, on ne peut pas les dénommer ici, mais je me souviens très bien de ce qu'a dit M. Sarkozy lors de l'anniversaire de la Révolution française. Il a dit, où on célébrait la maçonnerie, il a dit la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur. Et je rappelle que M. de Villepin a fait à ce moment-là aussi un éloge de la franc-maçonnerie. Ce qui est quand même assez étonnant puisqu'il a été, évidemment à des années de distance, il est plus jeune que moi, quand même élève au collège des Jésuites. À combien? 13? 13? Il y en a 13. Ouais, il y en a 13. Mais jusqu'à la première étape, il y en a 11. Et c'est très important, car le chiffre 11 intervient souvent en matière de maçonnerie, dans la franc-maçonnerie. Tu as le 11 septembre, tu as le chose comme ça.